Bonjour Smaïn Lacher, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste donc des migrations. Alors, on vient de l'apprendre, hein, selon le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière, les 28 se seraient mis d'accord cet après-midi sur la distribution de 160 000 réfugiés. Les détails seront donc réglés lors de la prochaine réunion en octobre prochain. C'était déjà très difficile. Le nombre réel est beaucoup plus important que ces 160 000. Quelle image est-ce que ça donne de l'Europe ? Alors, je ne sais pas quelle image ça donne de l'Europe, mais en tout cas, je voudrais simplement dire la chose suivante. C'est 160 000 personnes, on ne sait pas si ce sont des réfugiés, si ce sont des demandeurs d'asile, si ce sont des migrants, selon la terminologie traditionnelle, c'est 160 000 personnes que l'Europe des 28 devra se répartir. Donc de grâce, relativisons ce chiffre. Le Liban, 4 millions de personnes, plus d'1 million de Syriens, tout à fait. Ce qui représente, si ça devait nous arriver, à nous, en France, du jour au lendemain, 12 millions de personnes à nos portes. 160 000 personnes, je pense que l'identité de l'Europe, je pense que les capacités économiques, les capacités politiques, organisationnelles, matérielles, peuvent subvenir, peuvent faire face à 160 000 réfugiés. Alors vous soulevez un point important parce qu'on a parlé de cette fracture Est-Ouest. Hein. Alors pourquoi là où Paris, Berlin donnent au moins l'impression d'une bonne volonté pour accueillir au moins à minima ces réfugiés, pourquoi à Varsovie ou à Budapest, est-ce que c'est un non net? Écoutez, il faut toujours faire de l'histoire dans ce cas-là parce que les peuples, et en particulier les hommes politiques, sont relativement amnésiques. Il faut faire de l'histoire et il faut dire que le présent, c'est de l'histoire en acte. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie et dans une certaine mesure l'Espagne sont des pays qui savent ce que c'est qu'émigrer, partir de chez soi, et savent ce que c'est que recevoir des émigrés, et par milliers. L'Allemagne est un pays qui a vu ses ressortissants partir, par exemple au XVIIIe, XIXe siècle. Elle a chassé des personnes, mais elle en a accueilli d'autres. Donc il y a en Angleterre, en France dans une certaine mesure, en Allemagne et dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, une tradition en matière migratoire. On sait ce que c'est qu'un immigré, on sait ce que c'est qu'un demandeur d'asile et on sait ce que c'est qu'un réfugié. Donc ces sociétés se coltinent, si je puis m'exprimer ainsi, presque tous les jours les questions migratoires. Pas les pays de l'Est. Un pays comme la Hongrie voit débarquer, mais au sens littéral, débarquer chez lui des Syriens, alors qui sont, pour les Hongrois, dotés d'une double tare, c'est-à-dire ils sont à la fois arabes et musulmans, la pire des tares qu'ils puissent rencontrer. Donc, il y a, pour le résumer, il y a des traditions différentes en matière migratoire, en matière d'accueil, et en matière de procédure d'asile et d'octroi du statut de réfugié. Smaïn Lacher, vous restez avec nous justement. Le temps de faire un rapide état des lieux sur la provenance de ces migrants. Beaucoup fuient, vous l'avez dit, leur pays en raison de la guerre civile, comme la plupart de ces Syriens. Beaucoup d'Irakiens aussi. La plupart de ces migrants fuient d'autres zones de conflit. L'éclairage de Marina Mekawi, regardez. En Syrie, la guerre qui oppose le régime de Bachar al-Assad aux rebelles fait rage depuis 4 ans et demi et aucune solution politique n'est en vue. Le pays s'est vidé de plus de 4 millions de ses habitants. Des familles entières ont cherché refuge, notamment en Turquie, au Liban et en Jordanie. La Syrie compte également plus de 7,5 millions de déplacés internes. La situation s'est considérablement dégradée avec l'avancée du groupe État islamique. Dans leur conquête de vastes pans de territoire, les terroristes sèment aussi la terreur en Irak voisin, provoquant comme ici en mai dernier la fuite de milliers d'habitants de Ramadi vers la capitale Bagdad. Plus d'1 million d'Irakiens sont jetés sur les routes. Environ 3 millions sont sous protection de l'ONU. En Afghanistan, de plus en plus de personnes demandent un passeport pour quitter le pays. L'insurrection talibane s'est intensifiée depuis le départ des troupes de l'OTAN, n'encourageant pas les réfugiés à retourner chez eux.
Au Pakistan, qui accueille 1,5 million d'Afghans, les réfugiés s'apprêtent à repasser un hiver dans des conditions difficiles. Ils sont ainsi plusieurs millions au Moyen-Orient. La plaine de la Bekaa, c'est là justement que la plupart des Syriens ont trouvé refuge au Liban. Les réfugiés restés au Proche-Orient suivent de très près l'exode de leurs compatriotes en Europe. Entre rêve et réalité, beaucoup espèrent surtout pouvoir rentrer en Syrie, un espoir qui s'amenuise de jour en jour. Notre reporter Wissam Sharaf est allé à leur rencontre. Regardez. Des familles accueillies à bras ouverts en Europe, Khaled et ses amis en voient défiler toute la journée à la télévision. Mais malgré leur rêve de partir à leur tour, ces réfugiés syriens restés au Liban demeurent méfiants face à ce périlleux voyage. On a envie de les suivre, mais d'une façon légale. Pas par la mer, pas clandestinement. Il n'y a que 20% des gens qui y arrivent. Les autres se noient et se font manger par les poissons. On connaît des gens qui sont partis clandestinement, qui sont arrivés, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer avec eux. C'est comme quand on est arrivé au Liban. Quand on a passé les frontières, on nous a donné de la nourriture, des boissons, des médicaments, des soins, et ensuite ça a été la misère. Nous sommes dans l'un des innombrables camps de réfugiés de la plaine de la Bekaa. Dans ces îlots de misère, l'aide humanitaire se tarit de jour en jour. Et les arrivées massives de réfugiés en Europe ont créé un appel d'air. Ici, le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU a placardé des affiches pour prévenir les réfugiés des risques de départ avec passeurs. On vient chez les gens pour les alerter sur les dangers d'une telle aventure, de ce voyage de la mort dans lequel beaucoup d'enfants syriens périssent. On les encourage à y aller par les voies légales, à attendre les décisions des pays d'accueil. On leur dit de ne surtout pas prendre la mer. Mais malgré cette campagne de prévention, certains ont fait leur choix, des décisions parfois terribles. Cette mère de 6 enfants veut ainsi confier Abdelhakim, son fils de 5 ans, à un passeur pour l'emmener en Europe et solliciter ensuite un regroupement familial. Selon elle, c'est le seul espoir pour sa famille. Ça fait 5 ans qu'on est opprimés. Et ça va de mal en pis. Et ensuite, que va-t-il nous arriver de pire? Nous allons sacrifier cet enfant dans l'espoir de vivre une vie honorable, un peu meilleure qu'ici. Je l'envoie à l'aveugle. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, je ne sais pas. Quand on lui rappelle que son enfant risque de ne jamais arriver vivant à destination, cette mère de famille est au bord des larmes. S'il arrive quelque chose à mon enfant, je ne leur pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai pas au monde entier. Je ne le pardonnerai à aucun responsable de l'Occident et des pays du Golfe. Jamais. Parce que mon fils m'est cher. Il m'est aussi cher que leurs enfants leur sont chers. Mourir à petit feu dans un camp ou risquer sa vie sur les routes de l'Europe, tels sont les choix de centaines de milliers de familles qui ont dû renoncer à leurs rêves, rentrer en Syrie. Smaïn Lacher, sans tomber évidemment dans la psychose de certains extrémistes, est-ce qu'il faut s'attendre à une immigration de longue durée, à une vague de migratoire de longue durée? Oui, sans l'ombre d'une hésitation. Tout le monde le sait. Au Proche et au Moyen-Orient, on le sait parfaitement. En Europe, on le sait parfaitement. Nous sommes dans des processus de très longue durée. Il y a au Proche et au Moyen-Orient des problèmes extrêmement importants, des problèmes qui engagent non pas un acteur, 2 acteurs, mais qui engagent une multitude d'acteurs. La Syrie, ce n'est pas seulement Assad, c'est une pluralité d'acteurs qui contribuent à faire fuir des millions de personnes. Il y a le problème palestinien, il y a tous ces réfugiés qui font, tous ces réfugiés, tous ces exilés, tous ces déplacés internes et externes qui font que cette région est probablement, même sans aucun doute, la région où il y a le plus de déplacements forcés de population dans le monde. Est-ce que, par exemple, comme les États-Unis, il y a près d'un siècle maintenant, est-ce que le visage de l'Europe pourrait changer pour profiter d'une autre forme de melting pot? Je n'en suis pas sûr. Souvenez-vous, prenons simplement le cas de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne a accueilli 3 millions de personnes après 89, après la chute du mur de Berlin. Est-ce que les Allemands ne sont plus devenus des Allemands? Est-ce que les Allemands se sont arrêtés d'être Allemands? Pas du tout. Pour la France, qui a accueilli ce que l'on a appelé
en 1962 des pieds noirs et des harkis. Puis en 73 ou 74, plus de 170 000 boat people. Est-ce que la France s'est arrêtée d'être la France? Pas Sans parler d'un changement d'identité, évidemment, hein, mais un melting pot, je veux dire que l'Europe s'enrichisse d'un nouveau mode, d'un nouveau visage. Avant qu'elle s'enrichisse, il faudra qu'elle traite que l'intégration soit faite correctement. Que l'intégration se fasse dignement. Ces populations seront une composante nouvelle de la population allemande, de la population française, de la population anglaise. Nous ne sommes pas devant des hordes de millions de personnes qui veulent accéder à l'espace européen. Vous le rappeliez, le reportage le rappelait, on est en train de discuter de façon absolument solennelle et sérieuse sur 160 000 réfugiés à se distribuer sur plusieurs années, hein, pas simplement en 2-3 mois. Très bien. Et avant de se quitter, ces images insolites de Calais, une initiative de militants britanniques afin de divertir les migrants. Ils ont dressé une toile géante en guise d'écran gonflable avant de diffuser un film de Bollywood sous-titré en arabe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Smaïl Lacher d'avoir été notre invité tout au long de ce journal. Merci beaucoup. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Elisabeth Quint pour 28 minutes. À 20h50, Ciao Pantin, Coluche dans tous ses états sous l'œil de Claude Berry. Belle soirée sur Arte. Moi, je vous retrouve demain à 19h45. Bis morgen. Tchuss.